Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo des Bad Experts. Aujourd'hui, on résume l'année 2023 des Frenchies. C'est parti. On commence par les simples hommes avec notre simple homme numéro 1, Thomas Junior Popov. Tommy qui connaît un début d'année un petit peu difficile avec 2 défaites au premier tour. Malgré des gros matchs quand même sortis en 3-7 face à du top 20, il obtient une belle victoire face à Wang Tzuwei à l'Indonesia Masters, puis doit ensuite attendre quand même 2 mois afin de renouer avec la victoire. Ce sera à l'Open de Suisse face au Danois Vitingus. Fin mars vient le tournoi de Madrid où Tommy fait une de ses meilleures performances de l'année. Là, il atteindra la demi-finale où il perdra en 3-7 très serré face au japonais Nishimoto. Nishimoto d'ailleurs qui sera le bourreau de pas mal de nos Frenchies cette année. La semaine suivante, il vient défendre son titre à Orléans où il perd malheureusement au premier tour face à l'Indonésien Adinata. Sûrement fatigué aussi après son 3e tournoi en 3 semaines et son gros tournoi la semaine passée à Madrid. Sa tournée en Asie est surtout marquée par sa demi-finale à l'Open de Thaïlande où il perd face à Lee Chok-Yu. La semaine suivante, il refait de nouveau un 3-7 très serré face au Danois Antonsen, où il va perdre malheureusement une 7e fois en autant de rencontres. Malgré cette défaite, on voit que ça commence à se resserrer. Ça va venir Tommy, on croit en toi. Après un 2e tour au Super 1000 d'Indonésie, il revient en Europe pour les European Games et perd en demi-finale contre le numéro 1 mondial Viktor Axelsen, contre qui, à mon sens, il fait le plus beau match face à lui, où il va perdre malheureusement 17 et 18. Un championnat du monde où il perd au second tour face au jeune japonais Naraoka, qui lui clairement fait la meilleure saison de sa vie. Les tournois suivants seront un petit peu difficiles pour lui, où il va enchaîner les défaites au premier tour, jusqu'à sa magnifique perf face au chinois Li Shifeng au Super 750 de Danemark. Devant son public au French Open, il se défait au premier tour de l'Indien Kidambi, ancien numéro 1 mondial. Puis au second tour sort un énorme match face au numéro 2 mondial Anthony Ginting, malgré la défaite. Il termine cette tournée européenne avec une demi-finale au Hilo Open où il va perdre malheureusement une nouvelle fois contre Lee Chok-Yu pour terminer sa saison au premier tour du China Masters. Côté ranking, il commence l'année à la 23e place pour la terminer à la 25e. Il reste pour une année supplémentaire le numéro 1 français. Attention l'année prochaine, Tommy, les jeunes ils sont en train de pousser. On passe maintenant au jeune frère Christo Popov. Christo qui commence l'année à la 41e place mondiale, donc il n'intègre pas encore les meilleurs tournois du World Tour. Il intègre bien le Super 500 d'Indonésie, mais perd face à l'Indien Rajawat. Mais derrière, tout se débloque pour lui. Victoire contre Lakshya Sen au German Open, 2 victoires au Swiss Open, dont une 21-8, 21-8 face à l'Indien Pranoy. Il passe un tour à l'Open de Madrid, passe un tour à l'Orléans Masters, intègre le Super 500 de Thaïlande et passe un tour en battant l'Indien Pranit. À partir de là, il est top 35 et assure quasiment sa place dans les meilleurs tournois du World Tour. C'est là qu'il commence à faire des perfs qu'on lui connaît. Quart de finale au 750 de Singapour en battant le local Loh Kin Yew. La semaine suivante, gros match face à l'ancien numéro 2 mondial Cho Tien-Chen, malgré la défaite 21-1 au 3e set. De retour en Europe, il fait clairement son meilleur tournoi de l'année. Il parvient à se hisser en finale des European Games où il perd contre le numéro 1 mondial Viktor Axelsen en arrivant tout de même à lui prendre une nouvelle fois un set. A noter d'ailleurs sur ce tournoi son quart de finale face à l'Hollandais Marc Aljou. Je vous invite à aller voir ce match, ou tout du moins le 3e set. Pour ses premiers championnats du monde en simple, il passe un tour avant une lourde défaite face à Viktor Axelsen. Décidément, il enregistre au Hong Kong Open une nouvelle victoire face à Loh Kin Yew, ancien champion du monde, ne l'oublions pas. Puis une défaite après un gros match face au japonais Nishimoto. Il engrange des points au Hilo Open où il se vit jusqu'en quart de finale. Et enfin, pour son dernier tournoi de l'année, il nous fait une superbe perf à la Christo en battant le chinois Shi Yushi pour s'offrir son 2e quart de finale sur un 750. Il termine l'année à la 27e place mondiale, soit une superbe montée de 14 places et une entrée qu'on attendait tous dans le top 32. Une très belle première année pour Christo sur les gros tournois en simple qui promet pour l'année 2024. On passe maintenant à Arnaud Merclé. Arnaud qui fait son retour à la compétition en mars suite à une grosse blessure et son opération à la hanche. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller écouter le podcast de 21 Shuttle où il est l'invité, c'est super intéressant. Il avait terminé l'année 2022 à la 35e place mondiale, il reprend à l'Open de Madrid à la 54e place. Tournoi de reprise
ensuite où, malgré un premier tour passé face à Brice Leverdez, il abandonne suite à une nouvelle blessure. Alors est-ce que c'était lié à son ancienne? Je ne sais pas. Mais il revient tout de même un peu plus d'un mois plus tard à l'International Challenge d'Italie, où il fait quand même quart de finale pour son tournoi de reprise, en s'inclinant face au géant Kevin Cordon. Il enchaîne ensuite les International Challenge pour retrouver du rythme. Entre-temps, au niveau du classement, il était redescendu à la 70e place mondiale, puis remonté à la 61e, et avec cette victoire, il repasse à la 50e place mondiale. Le mois suivant, il joue le Super 500 du Canada, où il perd au second tour face au japonais Watanabe, mais en jouant un badminton que personnellement je ne l'avais jamais vu jouer. C'était du très haut niveau malgré la défaite. On voit que c'est une année où il refait petit à petit son niveau et est même en progression. Après une défaite au premier tour de l'US Open, il revient pour glaner son deuxième titre de l'année à l'International Challenge de La Réunion, où malgré un petit set lâché face à l'Allemand Fabian Roth, il bat tous ses adversaires en 2-7. Il réintègre à ce moment-là le top 40 pour se placer à la 38e place mondiale. C'est ensuite une tournée asiatique assez difficile pour lui, où il perd 2 fois au premier tour, revient en Europe pour passer un tour au Super 500 de Finlande et enchaîner avec un quart de finale au Masters d'Abu Dhabi. Il se fait ensuite repêcher pour son premier French Open. Là, il signe sa première victoire dans ce tournoi face à son public, face à l'Indien Lakshya Sen. Il s'incline malheureusement au second tour face au Malaisien N Seong, mais ça restera quand même pour lui un beau souvenir. Il termine l'année à la 44e place mondiale. Bref, une superbe année pour Arnaud après une fin d'année difficile pour lui. On lui souhaite le meilleur pour 2024 et de rejoindre le plus rapidement ses deux compatriotes dans le top 32. On passe maintenant au jeune prodige Alex Lanier. Alex, c'est simple, il commence l'année 2023 en trombe. Finale à l'International Challenge d'Estonie, qualification au tableau principal du German Open, victoire à l'International Challenge de Pologne, et c'est après ces 3 tournois qu'il passe de la 69e place mondiale à la 53e place mondiale. Il fait un joli résultat au Masters d'Orléans, où il s'incline en quart de finale après une grosse victoire au premier tour face au Danois Antonsen. Malheureusement, il se blesse en quart de finale du Denmark Open, quelques mois avant les championnats du monde junior, où il veut prendre sa revanche de l'an passé et aller chercher une médaille. Ce tournoi est d'ailleurs son tournoi de reprise. Par équipe, il enchaîne la victoire jusqu'à sa défaite contre l'Indonésien Alwi Farhan, puis s'incline malheureusement sur la compétition individuelle en demi-finale face au Chinois Hu Zhean, champion d'Asie junior en titre, qui lui-même perd en finale face à l'Indonésien Alwi Farhan. De la déception, on imagine, mais une belle médaille de bronze pour le Français, la deuxième française après la médaille d'argent de Christo quelques années auparavant. Après ça, il revient en trombe. Quart de finale au Super 100 d'Abu Dhabi, demi-finale au Hilo Open, en battant N Kalong et en poussant l'ancien numéro 2 mondial Cho Tien-Chen au 3e set, finale à l'International Challenge d'Irlande, puis demi-finale au Super 300 d'Inde, en faisant un énorme match face au japonais Nishimoto. Il termine l'année sur un quart de finale de Super 100 en Inde. Bref, une année vraiment positive pour le jeune de 18 ans malgré sa blessure et cette petite déception au championnat du monde. Il termine l'année à la 43e place mondiale, soit une place devant son compatriote Arnaud Merclé. En tout cas, vous l'avez vu, un bilan je dirais plutôt positif pour nos 4 mousquetaires. On espère pour l'année 2024 une entrée dans le top 32 pour Arnaud et Alex, et ainsi voir 4 Français dans la catégorie simple homme dans les plus gros tournois du World Tour. Ce serait incroyable. La bataille pour les JO n'est pas encore terminée. Tommy est toujours en tête, mais suivi de très près par les 3 autres qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Un petit mot aussi pour 2 autres simples hommes qui ont eu de beaux résultats notables, à savoir Lucas Clairbout et Eno Garoua. Une nouvelle entrée dans le top 100 pour le premier avec de beaux résultats, dont une superbe victoire à l'International Challenge de Belgique. On voit que malgré les 4 devant au classement, Lucas a encore son mot à dire et propose un superbe niveau de jeu. J'espère que 2024 sera encore meilleur pour toi Lucas, je croise les doigts pour toi. Enfin pour Enoga, qui passe de la 137e place à la 113e place mondiale, avec une première qualification sur un Super 300 et une belle demi-finale pour son dernier tournoi de l'année à l'International Challenge de Canada. On passe maintenant aux simples dames avec la numéro 1 française Chi Xuefei. Première partie de saison très difficile pour notre numéro 1. Pas épargnée par les blessures, elle comptabilise uniquement une victoire dans sa première partie de saison. Puis, après une défaite face à la numéro 15 mondiale à ce moment-là, Nozomi Okuhara, 21-19, 23-21 quand même. Elle enchaîne les forfaits et les retours peut-être un petit peu prématurés, avec des défaites face à Lynn Christophersen, l'américaine Bei Wenzhang et même sa compatriote Rosie Pancatsari, qui elle fait une superbe année, on y reviendra plus tard. Mais Féfé comme on l'appelle n'abdique pas et se bat.
elle enchaîne les tournois où elle glane une victoire par-ci par-là, doit malheureusement déclarer une nouvelle fois forfait en 16e des European Games après une phase de poule bien maîtrisée, puis doit également faire l'impasse sur les championnats du monde. Mais c'est sur la fin de saison que notre numéro 1 française revient en force. Elle fait demi-finale à l'International Challenge d'Écosse, nouvelle demi-finale à l'International Challenge des Pays-Bas, puis quart de finale au Hilo Open. On voit à ce moment-là qu'elle reprend totalement confiance. On se dit que sa blessure a l'air d'être derrière elle. Malheureusement, elle perd en 16e de finale à l'International Challenge d'Irlande face à une japonaise et abandonne 2 semaines plus tard en demi-finale de l'International Challenge de Salvador, qui sera son dernier tournoi de l'année. Donc vous l'avez compris, une année de qualification olympique difficile pour Shi Xuefei, qui, on l'espère très fort, saura revenir en force dès ce début 2024 et aller se battre pour aller chercher sa qualif olympique, car croyez-moi, derrière, ça commence à pousser. Au niveau du ranking, elle commence l'année à la 41e place mondiale pour la terminer à la 57e. Courage Féfé, on croit en toi pour remonter la pente. On passe maintenant à la numéro 2 française, Léonis Huet. Pour notre numéro 2 française, début de saison très difficile également, où elle enchaîne les défaites malgré 2 matchs très serrés face à la Canadienne Eliana Zhang, et sur des tournois qui sont des Super 500 et des Super 300, ce sont malheureusement des points perdus pour la qualif olympique. Il faudra attendre fin juillet pour voir Léonis renouer avec la victoire. Ce sera à l'International Challenge de La Réunion, où elle s'incline en demi-finale face à la japonaise Hina Akechi. Les japonaises, on le sait, qui sont toujours difficiles à manœuvrer. Elle perd au premier tour des championnats du monde assez sèchement face à Yvonne Lee, 21-13, 21-12, puis retrouve la victoire le mois suivant en allant jusqu'en demi-finale de l'International Series de Pologne. Elle engrange un peu de confiance. La semaine suivante, elle va jusqu'en quart de finale de l'International Challenge d'Écosse, puis jusqu'en demi-finale de l'International Challenge des Pays-Bas. Après un retour sur un Super 300 et une défaite au premier tour, elle retourne sur un International Challenge où elle se hisse de nouveau jusqu'en demi-finale. Elle termine sa saison tout comme Shi Xuefei à Salvador, où elle s'incline en quart de finale. Donc une fin de saison qui fait plaisir pour Léonis après des défaites difficiles sur les tournois un peu plus gros du World Tour. On voit tout de même qu'elle n'est pas loin. À mon sens, il lui manque un petit peu de confiance quand on voit ses performances en International Challenge et en International Series. Malgré cette fin de saison, elle fait quand même une assez grosse descente au ranking, en passant de la 52e place à la 78e. C'est dur pour nos simples dames en ce moment, mais vous allez apprendre à me connaître cocorico jusqu'au bout. Courage à toi Léonis pour cette saison 2024. Alors là, obligé de parler de la saison de Rosie, car c'est elle qui fait le plus gros bond au classement mondial de tous nos Frenchies, toutes catégories confondues. Elle passe tout de même de la 171e place mondiale à la 83e, vraiment pas loin de Léonis finalement. Elle débute son année par un International Series assez difficile pour elle, mais enchaîne 2 demi-finales sur un International Series, puis un International Challenge. À Orléans, elle sort des qualifs et sort un gros match face à la Danoise Kiersfeld malgré la défaite. Petit passage à vide de mai à août où elle va enchaîner 6 16e de finale d'affilée. Malgré tout, elle s'extirpe tout de même très souvent des qualifications par lesquelles elle doit obligatoirement passer au vu de son classement. À ce moment-là, on voit qu'elle n'est vraiment pas loin du niveau du top 100 et c'est confirmé quelques temps après où elle termine l'année en remportant 2 titres. Un International Series en Algérie, puis un International Challenge au Pays de Galles. C'est là où elle fait un bond dans le classement et entre pour la première fois dans le top 100 mondial. Elle sera même par la suite appelée en équipe de France pour la qualification au championnat d'Europe. À 28 ans, on espère que cette saison 2023 lui servira de tremplin pour la saison 2024. Et qui sait, peut-être a-t-elle les moyens de créer la surprise pour la qualification au JO de Paris. En résumé, pas facile pour nos simples dames cette année, mais avec Rosie qui pousse, peut-être que cela stimulera un petit peu la concurrence et poussera nos joueuses à se donner encore plus et à aller chercher des résultats pour 2024. Et évidemment, on souhaite à Féfé de se rétablir complètement et de nous revenir en pleine forme pour cette année. On continue avec le double homme et la paire numéro 1 Ronan Labarre Lucas Corvée, qui elle commence l'année à la 39e place mondiale et la termine à la 36e. Alors cela résume bien leur année 2023, je dirais, avec des résultats plutôt stagnants, quelques jolis combats face à de grosses paires, mais aussi des contre-perfs plutôt dommages. Leur premier bon résultat est au Masters d'Orléans, où ils se hissent jusqu'en quart de finale face à la paire chinoise Chen Liu. À l'Open de Canada, ils arrivent à prendre un set au japonais Koga Saito et enchaînent la semaine suivante en faisant quart de finale à l'US Open.
Puis début septembre, ils tentent un International Challenge où ils perdent en demi-finale face à une paire danoise bien moins classée qu'eux. Sur la fin d'année, ils enchaînent les défaites au premier tour jusqu'à leur dernier tournoi de l'année où ils parviennent à passer un tour avant de s'incliner face à une paire taïwanaise. Donc je dirais une saison plutôt mitigée pour Renan et Lucas. Ils restent malgré tout les numéros 1 français, les frères Popov ayant connu une année 2023 difficile. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui urgent les Popov à se concentrer sur le simple homme, car très sincèrement, je comprends à 100% leurs raisons. Plus de temps de jeu, des raisons financières, et oui, car ça reste du badminton et non pas du football. Seulement, peut-être être un petit peu plus stratégique sur leur choix de tournoi et ne pas s'aligner systématiquement sur les deux tableaux pourrait potentiellement leur être bénéfique sportivement parlant. Car au niveau du double, c'est une saison blanche pour les Popov malheureusement. Le bilan est très dur. Sur 21 tournois en 2023, ils s'inclinent 18 fois au premier tour. Leur seule grosse performance est aux European Games, donc clairement un des tournois les plus faciles sur leur calendrier, il faut le dire. Ils arrivent tout de même à passer un tour au championnat du monde, en battant pour la deuxième fois de l'année les Allemands Lamsfuss Seidel, mais le premier revenant tout juste de blessure et n'étant pas encore à 100%. Donc à voir. Est-ce que le fait de jouer en double avant le simple leur permet de mieux appréhender ou mieux jouer le simple justement? Peut-être, bien que je ne pense pas que ce soit systématique. Après, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une année de qualification olympique, donc j'imagine que le fait de pouvoir représenter la France au JO en tant que fratrie était aussi un objectif et un rêve pour eux. Donc très sincèrement, on ne peut que les comprendre. À voir ce qu'ils décideront de faire une fois l'année 2024 et les JO passés. Au niveau du ranking, ça bouge pas trop, il passe de la 41e place mondiale à la 42e. Petit mot pour Julien Maillot qui fait une belle fin de saison avec son partenaire hollandais Ruben Gille, privé de son partenaire William Bileger qui se bat cette année avec les blessures. À voir comment 2024 se passera pour lui. On passe maintenant au double dame avec la paire Margot Lambert-Anne Tran. Et une très belle saison pour notre double dame français. On commence niveau ranking où elle passe de la 27e à la 22e place mondiale avec de jolis perfs et de beaux combats face à du top mondial tout au long de l'année. Début d'année un petit peu difficile avec des défaites au premier tour, mais très beau combat en 16e de finale des All England face à la paire numéro 7 mondiale, Zhang Zhang. D'ailleurs, elles nous en ont fait plusieurs comme ça, des combats où ça passe vraiment pas loin. Au premier tour du 750 de Singapour par exemple, où elle s'incline 21-19, 20-22, 17-21 face aux japonaises Matsumoto Nagahara, 9e mondiale. Elles font demi-finale des European Games où elles perdent en demi-finale face aux sœurs Stoeva. En juillet, elles remportent l'International Challenge de Saint-Denis. Au China Open, elles perdent face à la paire numéro 4 mondiale, 15-21, 24-22, 18-21. Elles font quart de finale au Super 500 de Finlande, mais elles marqueront surtout l'histoire du double dame français en se qualifiant au quart de finale d'un Super 750, qui plus est au French Open devant leur public. Elles se hissent ensuite jusqu'en demi-finale du Hilo Open où elles battent pour la première fois les sœurs Stoeva et enchaînent sur un autre quart de finale d'un 750 en Chine. Bref, une superbe année pour Margot et Anne je trouve, qui ont réussi à engranger de la confiance au fur et à mesure de l'année et au passage également des points pour la qualification olympique. On peut dire que ça s'annonce bien pour elles pour 2024. On passe au double mixte avec Tom Jikel et Delphine Delru. Alors, que dire de nos chouchous français et personnellement de ma joueuse favorite? Notre mixte commence l'année à la 5e place mondiale, tout proche du podium, et la termine malheureusement à la 11e, avec quelques bons résultats, mais aussi des déceptions. Un début d'année à leur niveau, avec des défaites en quart de finale sur les gros tournois du World Tour, et une première demi-finale dès la fin du mois de janvier en Indonésie. Ils enchaînent ensuite les quarts de finale et les 16e de finale jusqu'aux European Games où on leur aurait souhaité une première médaille d'or au niveau européen. Ils perdent à ce moment-là malheureusement en finale face aux Hollandais Selena Piek et Robin Tabeling. Décidément, cette médaille d'or leur échappe encore, mais ça ne saurait tarder, j'en suis sûr. C'est en septembre qu'il faudra attendre les voir atteindre la finale d'un Super 1000 au China Masters. Avec une victoire en quart de finale face au numéro 2 mondiaux Watanabe Higashino, ils s'inclinent tout de même face au tout récent champion du monde coréen Seo Che. On peut regretter ce quart de finale du Denmark Open
où ils s'inclinent contre cette même paire 22-20 au 3e set. Ils terminent leur année sur une défaite malheureuse au premier tour des French Open, en terminant l'année 2023 sans un seul titre. Alors oui, cette année 2023 n'a pas été l'idéal pour eux, avec notamment des pépins physiques pour Delphine en fin d'année, mais je ne doute pas que leur motivation reviendra au top une fois ce repos pris et qu'ils repartiront de plus belle pour cette année 2024. J'aimerais dire aussi un petit mot pour l'entrée sur le circuit senior de Tom Lalautricart et Elsa Jacob, une paire en laquelle je crois personnellement beaucoup et qui je pense peut aussi amener de la concurrence à Tom et Delphine. Voilà pour cette année 2023 qui a eu ses hauts et ses bas en fonction des catégories. 2024 sera l'année des JO, donc ce début d'année sera très intéressant à suivre. Ça commence dès mardi avec le début de la tournée asiatique et les Malaysian Masters. Évidemment, nous on se retrouve juste après pour débriefer de ces tournois. En attendant, je vous souhaite un bon début d'année 2024 et à très vite sur la chaîne Débat d'Experts.